Alors bonjour tout le monde. On va commencer dans un instant. Vous êtes bien à la conférence Les bibliothèques de semences, préservation de la biodiversité agricole par la communauté, qui va être présentée par Wen Rolla. Alors, si vous avez aimé votre journée de la fête des semences, je vous invite à donner votre contribution volontaire à l'activité. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui. Si vous pouvez vous rapprocher, si vous voulez mieux voir, mieux entendre, peut-être même j'utiliserai pas le micro si vous êtes un peu plus proche. Est-ce que c'est correct si j'utilise pas le micro? Ouais, regarde-le donc. Ouais, donc, les bibliothèques de semences. C'est un concept quand même assez répandu aux États-Unis, pas ici. Et nous, on a démarré un projet, un programme en 2014, Seedshare Montréal. Donc, on a commencé ça à Montréal, on a réalisé des actions communautaires à Montréal. Et j'espère qu'il va y avoir des bibliothèques de semences partout au Québec. Et j'espère vous motiver aussi de considérer la création dans la région de la capitale. Ça vaut vraiment la peine. Donc, allons-y. L'idée du programme, c'est qu'on a le projet de semences Concordia. On a aussi une bibliothèque de partage de semences à Atwater, ainsi que des variétés du patrimoine qui ont été intégrées dans notre réseau de jardins collectifs. Alors, à la base, tous ces éléments-là sont là pour nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour faire nos bibliothèques de semences. Parce que pour avoir des bibliothèques de semences, évidemment, il faut avoir des semences. Donc, il y a plusieurs moyens d'aller chercher des semences. On peut prendre des donations, mais c'est pas très, disons, quand on regarde à long terme, c'est pas la manière la plus efficace, puisque dans le fond, les donations peuvent arrêter. Donc nous, on est allé par la voie de créer des jardins à cette fin-là. Et puis, la personne qui s'occupait de ce projet-là, c'est Diana, la jeune fille, pas celle en haut, celle en bleu de vert. Donc, Diana Casina. Qu'est-ce qu'une variété du patrimoine? Dans la bibliothèque de semences, ce qu'on encourage, c'est vraiment d'avoir des variétés du patrimoine, des variétés qui sont à pollinisation libre, donc des plantes qui sont reproduites de façon naturelle par pollinisation. Donc, il n'y a pas de contrôle, et évidemment pas d'hybride et pas d'OGM, bien sûr, des semences génétiquement modifiées. Donc, ces plantes-là se reproduisent naturellement et sont sélectionnées d'après des caractéristiques qui sont décrites, qui sont connues. Si on regarde la Green Zebra ici, ben, on la reconnaît, la Green Zebra, elle a une certaine forme, une certaine poids, des couleurs particulières, un goût particulier. Et ça fait partie de la description qu'on a de cette tomate-là. Et lorsqu'on veut reproduire cette tomate-là, ben, à chaque fois, on sélectionne les fruits sur chaque plant qui représentent le mieux cette variété-là, pour s'assurer de garder une lignée qui a une certaine pureté au niveau des traits. Mais il y a une grande diversité au niveau de la génétique, parce que la pollinisation se fait naturellement. Et donc, c'est aussi des plantes qui sont cultivées depuis au moins 50 ans. Il y a certaines personnes qui parlent de 100 ans, mais vous allez voir avec le nombre d'espèces qu'on a perdues, 50 ans c'est déjà très noble pour une espèce. Si ça fait 50 ans qu'elle est cultivée dans une région, ben, on peut définitivement la considérer comme du patrimoine. C'est des semences qui sont conservées par des familles, des communautés, des organisations qui sont dédiées à cette tâche-là. Donc, c'est un de leurs objectifs, s'assurer de garder les lignées avec une certaine pureté, de garder les traits particuliers. Et ça demande quand même beaucoup de travail à chaque année. Et puis, il faut avoir être dédié à cette tâche-là. Il y en a certaines qui sont très rares, d'autres qui sont très courantes, mais vraiment, il y en a qui sont assez rares et ça vaut la peine de les intégrer pour ne pas les perdre. Au cours des dernières années, les 100 dernières années, il y a 90 à 95% des variétés de fruits et légumes qui sont disparus. Vous pouvez essuyer une petite larme. Voilà. C'est triste, c'est vraiment horrible, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, mais on en est rendu là présentement. Quand on regarde ici, des 14 variétés de courges qui étaient disponibles dans le catalogue de semences en 1889, il en reste seulement 4 qui existent encore aujourd'hui qu'on peut aller chercher, et ces 4 types de variétés sont disponibles seulement dans un seul semencier, à l'exception de Canada Copinet.
qui, elle, est disponible à 2 semenciers. Donc, si, pour une raison X, ce semencier-là décidait d'arrêter de reproduire la Hubbard, ben, il disparaîtrait à jamais. Ici encore une confirmation de cette problématique-là. On a des concombres. En 1903, il y en avait 285 variétés disponibles. Et en 1983, il restait seulement 16 disponibles. Donc, c'est la même chose pour toutes les espèces. On a perdu beaucoup de diversité. Et ces variétés-là étaient souvent très locales. C'était la variété d'un village, la variété d'une ville, la variété de tel comté. La tomate, vous allez voir, beaucoup de tomates ont des noms comme de Beauce, de Gaspé, parce que c'était là qui étaient reproduites et c'était vraiment des semences qui étaient parfaitement adaptées à ce climat-là. Et cette richesse génétique-là, c'est aussi la richesse qui pourrait nous permettre de passer à travers toutes les choses qui s'en viennent devant nous, les changements climatiques, l'ensemble de ce qui est possible dans le futur, les maladies et tout ça. Ben, peut-être que dans toutes ces espèces-là qu'on a perdues, il y avait des espèces qui sont capables de survivre à ça, et malheureusement, ils sont plus présentes. Espérons qu'on a encore des espèces qui en valent la peine, et c'est là l'idée qu'on veut apporter avec les bibliothèques de semences, c'est vraiment de démocratiser les semences, les rendre disponibles au beaucoup plus grand nombre. Donc 50% des graines de variétés patrimoniales ne sont pas disponibles à une seule source. L'épinard Norfolk, on le cherche depuis 2 ans, on le trouve nulle part, pourtant c'est une variété canadienne, on le trouve nulle part au Canada, on a juste trouvé aux États-Unis. Et ça va coûter très cher de faire revenir. Le melon de Montréal, c'est un melon qui était perdu et mon organisme Nation communautaire, avec d'autres organismes de Montréal, on a fait revenir des États-Unis, justement, on a racheté des semences, une banque de semences, pour le ramener, le faire cuire. Et maintenant, il est disponible à plusieurs endroits. Et cette tomate-là, il y avait un seul individu en 1884 qui a été trouvé, et puis depuis ce temps-là, on a produit pour en avoir assez pour pouvoir la faire. Donc, c'est facile de perdre une variété. Mais c'est aussi facile de supporter ces variétés-là puis de les faire à travers nos jardins. On va sauter ça, c'est un petit peu trop pénible. Quand on regarde les semences, l'agrégation des semences, on voit que les compagnies de produits chimiques comme Monsanto sont assez voraces. Ils bouffent les petites compagnies de semences et s'approprient leurs semences. Et s'il y avait juste Monsanto, ça serait déjà horrible, mais il y en a toutes les autres compagnies, les Dupont, Syngenta, Bayer, qui font la même chose, qui achètent les compagnies de semences. Encore une fois, une autre bonne raison de se ramener ça à nous, de s'assurer que nous, on prend en main ces variétés et les variétés qui nous intéressent. Donc, comment renverser la tendance? Bien évidemment, faire pousser et conserver les semences du patrimoine. C'est pas toujours facile, c'est pas pour chacun d'entre nous, on ne connaît pas nécessairement ces variétés-là. Si vous allez voir les semenciers, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre qui ont des semences du patrimoine. Mais beaucoup des semenciers doivent acheter des semences à l'extérieur. Posez la question, ça vaut la peine si vous êtes intéressé au sujet. Est-ce que vos semences proviennent du Québec? Est-ce que vous poussez sur votre ferme? Et puis, c'est une réalité au Québec, on ne peut pas faire pousser. Il y a des variétés qui sont très difficiles, les maïs entre autres. C'est vraiment difficile au Québec d'avoir des semences de maïs. Le maïs, c'est vraiment dans la maturité. Tout ce qui est biannuel, les betteraves, les carottes, là, il faut attendre sur 2 ans. Donc, ça prend 2 ans pour que le cycle se fasse complet. Donc, ça demande encore là plus de travail. Et peu de gens qui le font. Donc, ils doivent acheter les semences. Donc, pour avoir cette tendance, faire un jardin, c'est la manière la plus facile. Utiliser le plus grand nombre de semences à pollinisation libre du patrimoine, essayer d'en trouver, essayer de les adopter. Moi, j'ai une variété de kale que j'ai depuis 6 ans, une variété de kale rouge que je fais évoluer depuis 6 ans dans mon jardin. Là, je n'en passe à différents gens aux échanges de semenciers d'une autre manière. On peut partager nos semences. Et dans le fond, c'est comme notre bébé, quand on l'entretient année après année, on le voit évoluer, on le voit même se transformer dans notre environnement pour qu'il soit bien adapté. Donc, les premières années, j'avais peu de plants qui survivaient à l'hiver. Il y en avait quelques-uns. Après ça, les années suivantes, de plus en plus, les plants survivaient à l'hiver. Là, je me retrouvais avec presque tous les plants qui survivaient à l'hiver parce que ce trait-là était récolté à chaque année à travers les plants. Donc, j'ai créé, à partir d'une variété qui existe déjà, une variété peut-être du patrimoine, mais j'ai réussi à créer une variété qui est ultra locale, qui est parfaitement adaptée à mon climat. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Et on prend cette variété-là et la même variété pourrait être cultivée à différents endroits dans le Québec et développer des traits particuliers, tout en conservant leur goût, leur forme, mais être bien adapté à l'environnement.
un des objectifs. Donc, conserver vos propres semences, les partager. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur ces sujets-là. C'est vraiment, moi, ça me passionne de voir les semences. C'est pas rare que quelqu'un qui crée une semence, qui va se retrouver en plein milieu de l'hiver en train de jouer avec ses semences, juste pour se rappeler ce que c'est comme de l'art, ça a tellement de valeur pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. On sait que chaque graine a le potentiel d'apporter la vie et de générer de l'alimentation. Donc, la souveraineté des semences, c'est aussi la souveraineté alimentaire. Donc, organiser et participer à des échanges de semences. C'est pas compliqué, c'est le fun, ça permet aussi de partager plein d'autres choses que des semences. Évidemment, on partage de l'expérience, on partage notre savoir. Partager le savoir. Utilisez les bibliothèques de semences s'il y en a dans votre coin. Et s'il n'y en a pas, pourquoi pas en démarrer une. C'est pas super compliqué, je vais vous donner des petites informations, puis après ça, vous pouvez faire des recherches par-dessus pour trouver la meilleure formule pour votre environnement. Donc, qu'est-ce qu'une bibliothèque de semences? Donc, ça offre les semences du patrimoine à la population, ça l'offre gratuitement, généralement. C'est vraiment pour démocratiser les semences, pour s'assurer que les gens se rappellent que les semences, c'est le droit, c'est du domaine public, c'est la vie. Donc, on les rend disponibles à travers différents processus de prêt. On offre une plateforme de la création d'un catalogue de semences du patrimoine local. Donc, vous êtes capable d'aller chercher des semences et les tester dans votre environnement local, dans vos jardins, dans votre région, et trouver vraiment celles qui sont les meilleures et les reproduire à long terme. Et en même temps, les adapter à votre environnement. Donc, ça vous permet d'avoir ce type de catalogue-là. Ensuite, ça attire l'attention sur toutes les questions qui sont liées aux semences. C'est quoi l'OGM, c'est quoi les hybrides, pourquoi utiliser les semences du patrimoine. Donc, ça nous permet de communiquer cette info-là. Et évidemment, ça nous permet de parler de souveraineté des semences. Donc, souveraineté des semences mène à la souveraineté alimentaire. C'est un super bon point, très important. Chaque pays devrait viser un haut niveau de souveraineté alimentaire. Et ça offre des activités du matériel éducationnel pour la conservation des semences. Donc, on peut faire plein d'activités, on peut faire des. À la fin de la saison, si vous avez un jardin d'éducation de semences, vous avez une trentaine de tomates, vous invitez des gens, vous faites une activité, puis là, tout le monde est là pour justement récolter des semences, les sortir, les faire sécher en apprenant, puis on génère des semences pour la bibliothèque des semences. Donc, ce processus-là peut vraiment être intéressant. Donc, aux États-Unis, il y en avait 291 bibliothèques de semences en 2014. Au Canada, il y en avait seulement 27. Si on ajoute les 3 nouvelles à Montréal, on serait pas loin de 30. Donc, c'est super fun. Et j'espère qu'on va avoir à Québec aussi. Donc, bibliothèque de semences, c'est quoi ça ressemble? Ça, c'est celle à Côte-Saint-Luc qui a commencé en 2014. Des vieux, vous vous rappelez, les vieux tiroirs qu'on a à l'école, avec les petites cartes de bibliothèque, là? C'est des cartes de Cardex. Bon, ben, voici une réutilisation. Les petits sachets de semences fonctionnent très bien. Il y a ces petites tablettes qui sont là pour exposer certaines choses. Ici, on a le livre ici, aussi un excellent livre sur le sujet des semences, vraiment extraordinaire. Et ça permet de partager un petit peu d'informations aussi. Et vous avez trouvé ça dans mon domaine? Pardon? Ben, c'est souvent dans les dépôts des bibliothèques. Oui, c'est parce que dans le fond, maintenant, c'est tout informatisé. C'est ça. Tu peux trouver des usagers ou des usagers sur Kijiji, donc dans le monde. Oui. Et autrement, ben, on peut utiliser littéralement des bureaux comme celui-là ici. Les semences sont classées de difficiles à faciles, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus faciles, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à récupérer. Il peut y avoir de la documentation, des petits cahiers pour laisser des commentaires. Donc la forme, c'est vraiment adapté à ce que vous voulez faire, à ce que vous avez disponible, l'espace que vous y octroyez. Si vous êtes justement ici dans une bibliothèque, ben, il est possible que vous ayez juste un petit espace ou plus de place que vous allez. Donc ici, un petit espace, on peut avoir des petits tiroirs, des semences qui seront comme ça vraiment disponibles, de la documentation sous forme de papier, des cahiers, ou vraiment directement dans l'assiette du jardin collectif, du jardin communautaire, les semences sont disponibles. Donc, au lieu que les gens aillent nécessairement acheter des semences à chaque année, on rend disponible ces semences-là pour qu'ils puissent les propager. Ça peut devenir encore là, ça a été parfaitement adapté au jardin où est-ce qu'on est. Donc, une certaine fierté à ça. Bon, ça peut être tout cute, comme ça, avec cette exposition de livres. Donc, dépendant de la bibliothèque, dépendant du site, vous pouvez faire n'importe quoi qui fonctionne bien dans le contexte et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de diffuser ces semences-là.
Le plus simple, ça c'est en Colombie-Britannique, qui arrive avec leur petit bac en plastique. Ils s'installent à une table toutes les semaines en début de saison, une fois par mois par la suite, et ils distribuent des semences aux gens, et puis ils donnent de l'information. Donc, vraiment, vous pouvez y aller plus compliqué avec tout un gros placement au plus simple, une petite boîte comme ça. Vous allez voir un petit peu l'idée que nous on a, est en lien avec ça ici, la simplicité. Donc, nos jardins, ça c'est les jardins Concordia. Donc, l'idée était de donner assez d'espace. Le jardin, c'est comme n'importe quel jardin, parce que quand on fait pousser les semences, c'est comme n'importe quel jardin. Sauf qu'il faut vraiment bien penser aux distances et aux variétés qu'on va inclure dans notre jardin. Si on veut avoir des variétés de bois, ben, on peut les mettre quand même à 3-5 mètres les uns des autres, c'est pas un problème. Et si on veut avoir des variétés de courges, comme si on voit la courge qui est là, je pense que c'est un melon, excusez-moi. Les melons, les courges, on peut juste en avoir une seule variété dans un espace. Sinon, il faut vraiment fermer, il faut pincer, il faut mettre un petit sac pour protéger la fleur, pour pas qu'il y ait de pollinisation croisée. Il faut faire la pollinisation nous-mêmes, comme avec un petit pinceau. Donc, lorsqu'on prépare notre jardin, ben, c'est là qu'on pense bien quelles espèces je vais avoir. On peut avoir un cycle sur plusieurs années. Mettons que vous avez 3 types de courges. Ben, il y a une courge qui peut être plantée cette année, puis les autres, on garde des semences. Ensuite, l'année suivante, on plante l'autre courge. Et les semences ont une certaine vie. Il y a beaucoup de charte à cette fin-là. Mais la plupart des semences vont survivre facilement 2 à 3 ans sans les planter. Donc, on peut aussi cycler ça quand on n'a pas beaucoup d'espace. On peut y aller sur plusieurs années. La seule exception, c'est tout ce qui est liliacées, les oignons, tout ça, c'est après des années. Ça ne survit pas très longtemps. Donc, ça, c'est notre premier jardin. Le deuxième jardin, c'est un petit jardin qui est à côté d'un autre jardin. Donc, là encore là, on a d'autres challenges, on a d'autres personnes à côté. Il faut vraiment avoir une bonne communication. Si vous êtes dans un environnement où il y a d'autres jardins, assurez-vous de communiquer avec vos voisins. On a fait des petits bacs, justement, pour isoler certaines variétés. Et puis, le jardin est très prolifique, très intéressant. Et les jardins de production de semences, évidemment, ils produisent de la bouffe. Donc, on atteint 2 objectifs. On produit de la bonne bouffe. Et en même temps, on se permet justement d'avoir des bonnes semences à partager et à utiliser l'année suivante. Donc, on voit aussi beaucoup de fleurs, beaucoup de fines herbes. Les fleurs, les fines herbes, c'est des semences qui sont généralement quand même assez faciles à récolter. Donc, c'est quand même facile de les intégrer alors là dans l'ensemble. Et ça aide l'ensemble du jardin d'avoir de belles fleurs, d'attirer les pollinisateurs, d'attirer les aliments. Ici, on voit les petites tomates cerises, les tomates petits moineaux, les tomates sucrées, vraiment délicieuses. Tout ça. Et donc, l'objectif du projet, en général, c'est de promouvoir la sécurité alimentaire par le partage des semences du patrimoine à l'actualisation des dons. Connecter les gens aux ressources sur la conservation des semences. On veut promouvoir l'héritage alimentaire et les variétés de semences localement adaptées. Donc, on achète vraiment juste des semences qui sont cultivées présentement au Québec. Vraiment, des fermes déjà ici qui font ce travail-là. Ça encourage les citoyens à se connecter à la source de leur alimentation par le jardinage et la conservation des semences. Parce que trop souvent, aujourd'hui, quand on demande à un enfant d'où provient la tomate, il parle du supermarché, il ne parle pas de champ, il ne parle pas d'une ferme. Donc, on veut vraiment reconnecter les gens à la source de leur alimentation. Et puis, évidemment, protéger les semences pour les prochaines générations. Le but des bibliothèques de semences, ça c'est les buts que nous on a définis, pour être différé un peu chez vous, mais ça donne une idée. Donc, attirer les jardiniers débutants, mais aussi ceux d'expérience, pour justement qu'il y ait ce partage-là, cette pollinisation croisée entre les gens qui ont vraiment eu beaucoup d'expérience et ceux qui commencent ou qui s'intéressent au sujet. On va offrir des variétés de patrimoine rare ainsi que d'autres plus facilement disponibles. Donc, on va être capable de faire la différence et exposer pourquoi c'est rare, pourquoi sont plus faciles sur ce type-là de plantes, quelles sont les raisons. Et puis, offrir des variétés du patrimoine québécois, des variétés qui viennent d'ici, qui ont évolué ici ou qui sont ici depuis très longtemps. Offrir des plantes dont les semences sont faciles à conserver pour justement indiquer aux gens celles-ci sont vraiment faciles, faites-le, on va vous montrer comment. Et puis ensuite, offrir des plantes qui poussent bien dans l'environnement urbain. Évidemment, on est en ville, il y a des plantes qui vont donner des meilleures performances en ville, donc on essaie de prendre les gens. Nos variétés qu'on a sélectionnées, l'oignon Redmond, qui est un bel oignon rouge, moins fort, donc qui se mange quand même
assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à digérer les oignons. Puis il fait un bon travail. Ensuite, la tomate Savignac, une belle tomate rosée, délicieuse. Ces deux-là sont disponibles chez les Gagnons. La tomate mêlée de Beauce, c'est une grosse tomate beef, vraiment une grosse tomate qui a un petit peu tendance à craquer, mais qui a un très bon goût. La tomate Petit Moineau, c'est une tomate cerise très prolifique avec un bon goût sucré, vraiment délicieux. Pas tellement sucré que ça devient comme c'est une bonne, excusez-moi, c'est pas un bonbon, c'est comme pour les salades. Une bonne tomate cerise pour les salades, vraiment délicieux. Ensuite, la tomate blanche, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas tout à fait blanche, elle est plutôt jaune, mais ça c'est la maturité. Quand elle est plus jeune, elle a comme un petit duvet blanc autour, et c'est des très belles tomates, très bonnes, moins acides. Beaucoup de gens ont la difficulté de l'acidité des tomates, donc ça c'est vraiment intéressant. Le petit pois Saint-Hubert, un petit pois souple, vraiment délicieux. Il ne fait pas beaucoup de pois par pouce, mais c'est vraiment des bons pois. Les haricots Thibodeau de Beauce, c'est des haricots qui sont bons jeunes. Vous voyez, ils ont quand même une belle forme, vraiment des beaux grains. Ils sont très bons crus, jeunes, et lorsqu'ils sont plus vieux, on les utilise comme des haricots secs pour les soupes et tout ça. Vraiment délicieux. Le maïs Gaspé-Flint, qui est un petit maïs de près 4 pieds, qui arrive à maturité vraiment rapidement et qui permet justement d'avoir du maïs jusqu'à Gaspé, qui est quand même assez froid, donc c'est un maïs qui est très adapté. C'est pas un maïs sucré, c'est plus un maïs à cuisine, un maïs à farine, mais c'est les maïs originales qui poussaient au Québec. Aujourd'hui, ce qu'on peut pousser, c'est souvent des hybrides, c'est souvent des variétés qui ont de la difficulté à se rendre à la nature. Le melon Montréal, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est un melon brodé, de type brodé, très bon, sucré. Même chose avec le melon noir de Cannes, donc belle chair orangée, bon goût sucré, délicieux. Donc toutes ces variétés-là, c'est des variétés du patrimoine qui valent vraiment la peine d'être conservées. Donc c'est des variétés qu'on a sélectionnées l'année dernière. Et cette année, on va refaire une autre sélection. On va essayer d'aller chercher quelques autres variétés pour continuer à sélectionner des nouvelles variétés du patrimoine qui pourraient bien fonctionner dans notre environnement, tout en essayant de conserver celles-ci. Vous comprenez qu'on est limité par l'espace lorsqu'on conserve des semences. Nous, on va essayer de s'associer à d'autres jardins pour s'assurer qu'eux, peut-être, ils ont la possibilité de faire certaines variétés, nous, on fait certaines variétés et on partage les semences par la suite. C'est le cas avec la Côte-Saint-Luc. Eux, ils ont leur bibliothèque de semences. Nous, on va avoir notre bibliothèque de semences. Donc, on va essayer de partager pour avoir une belle sélection. Et je pense que c'est possible dans tous les environnements en ville ici. Si vous avez plusieurs organisations qui s'intéressent à la conservation des semences, mais vous pouvez, dans ce cas, partager les semences que vous utilisez. Donc, il y a la bibliothèque Semences Atwater qui va être dans la bibliothèque Atwater. Elle, c'est surtout des semences qui vont être données. Je ne suis pas sûr qu'on va être capable de les récupérer parce que ça va être vraiment dans la bibliothèque comme telle. Mais à la base, on espère justement donner des formations et dans les années subséquentes, aller peut-être chercher, récolter des semences. Donc l'idée, c'est qu'on prête des semences en début de saison ou pendant la saison. Et à la fin de la saison, on récupère des semences pour les ramener dans la bibliothèque. Vous imaginez bien sûr qu'il faut que ce soit bien fait. Si ce n'est pas bien fait, si les distances ne sont pas respectées, si les gens n'ont pas bien sélectionné, à ce moment-là, on ne peut pas redonner ces semences-là. On pourrait les prendre quand même et les donner en vrac. Dans ce cas-là, ce serait comme voici les semences, prenez-les, on ne sait pas trop exactement ce que ça va donner, mais sûrement que ça va être comestible. Ce qui est le cas la plupart du temps. C'est pas parce que ça se croise que ça ne devient pas comestible, c'est juste qu'on cherche à garder une lignée la plus possible. Et l'autre bibliothèque des semences, c'est une bibliothèque mobile, avec une bicyclette et un petit chariot en arrière, et comme je vous disais, des petits Tupperware, les contenants en plastique. Il va y avoir les semences dedans et puis ils vont se promener sur le campus de Concordia, un petit peu partout dans différents événements, différents campus et distribuer ces semences-là tout au long de la saison. Alors, l'idée est vraiment d'essayer d'atteindre les gens là où ils sont. Et je pense que c'est une belle idée. J'espère que ça va être populaire. J'espère que les gens vont le voir et s'intéresser à
s'assurer en tout cas de partager l'information. Donc, il y a 2 graines faciles. Pour terminer ma présentation, je veux au moins vous donner quelque chose de pratique. Les 2 graines les plus faciles, c'est les pois et les tomates. Vraiment, si vous voulez faire la préparation de semences et que vous voulez commencer cette année, ces 2-là sont assez faciles. Donc, la tomate, c'est simple. Pourquoi c'est facile? C'est parce que le pistil qui est au centre, en lien avec le verre, est entouré des étamines. Et les étamines sont soudées ensemble. Donc, ils ne permettent pas nécessairement à un insecte pollinisateur à venir faire un échange. Donc, tout se passe à l'intérieur ici, donc à l'intérieur des étamines. Et donc, la distance de l'action, c'est 5 à 15 mètres, tout dépendant du type de plant. Et le nombre minimum de plants, c'est 6 à 20 plants. Et le nombre minimum de plants, c'est surtout qu'il faut s'assurer d'avoir assez de semences pour chaque variété. Si vous avez des tomates cerises, puis vous avez des centaines de petites tomates cerises, vous allez avoir quand même beaucoup de semences potentielles. Si vous avez une grosse tomate beefsteak, ben, elle va peut-être produire 5-6 tomates par plant. Donc, il faut que vous ayez un peu plus de plants pour vous assurer d'avoir assez de semences. Et ça va dépendre aussi s'il y a beaucoup de chair, s'il y a beaucoup de semences, s'il y a beaucoup de graines à l'intérieur des fruits. Donc, ça, c'est un critère. Et je vais vous montrer ce que certaines variétés du patrimoine anciennes ont été développées. Et ils n'ont pas nécessairement, ça c'est un peu plus des tomates un peu plus modernes d'aujourd'hui. Donc, il est possible que dans vos tomates, vous ayez des tomates comme ça, où est-ce que les étamines, le pistil est comme vraiment au centre, les étamines ne sont pas tout à fait soudées. Et là, il y aurait un danger de pollinisation avec d'autres tomates si vous en avez plusieurs de ce type-là. Dans ces cas-là, il faut les isoler, faire une petite cage ou mettre des sacs qui permettent à l'air de circuler, mais pas au donc, c'est important de voir la fleur de votre tomate. Et si vous pouvez même aller chercher dans les variétés, vous pouvez voir des fois la fleur de cette variété de tomate. Ensuite, l'autre facile, comme je disais, c'est le poids. On voit encore une fois, hein, tout est à l'intérieur, tout est protégé. Il faut presque déchirer la fleur pour que les insectes aient accès. Donc, on s'assure comme ça que vraiment la variété reste assez cool. Distance d'isolation 3 mètres, le nombre minimum de plants, 20 plants, démarrer 20 plants. Et quand on parle de nombre minimum de plants, c'est aussi ce que nous, on va suivre quand on va faire nos sachets de semences. Dans les sachets de semences, on va généralement mettre le nombre minimal de plants, le nombre minimal de graines pour avoir le nombre minimal de plants d'après les recommandations de Semences Patrimoine du Canada. Quand on fait la sélection de semences, on s'assure dès le début de respecter la distance minimale entre les plants et les différentes variétés, ou sinon on utilise une méthode d'isolation, comme je disais, des cages, des sacs. On garde les semences des plants les plus en santé et qui produisent vraiment le mieux, ceux qui sont vraiment performants. C'est un trait, c'est quelque chose qu'on veut. Donc on va aller chercher ce que l'on veut. On veut les plants performants. On veut aussi des semences des plants qui expriment les caractéristiques qui sont décrites pour la variété. Donc là, je vous dis, tomate rose d'à peu près 5-6 grammes, ayant un goût légèrement acide, mais surtout sucré. Fait quand je vais sélectionner mes tomates, je vais m'assurer que ces tomates-là correspondent à cette caractéristique, à cette caractéristique. Aujourd'hui, on est chanceux, on a plein de photos, couleurs et tout ça. Avant, il y avait juste les mots hein, quand nos ancêtres. Donc, profitons des photos aussi, ça nous aide. Donc, si, mettons, j'aurais des haricots comme ça qui sont plutôt mauve, fuchsia, si j'en ai beaucoup qui sont blancs d'un certain blanc, mais ceux-là, je les éliminerais. Si j'en ai qui sont trop près du noir, ben, je les éliminerais aussi. J'essaierai de garder ceux qui sont dans la variété. Ça n'empêche pas de replanter ces semences-là si je veux, ça se peut que ça donne quelque chose d'intéressant. Mais si je veux conserver vraiment une lignée, il faut que je m'assure de le conserver. Donc, et conserver les semences du plus grand nombre possible de plants. Plus on a de semences, plus on a la diversité génétique qui est essentielle à une vision à long terme. Au court terme, on peut récupérer les semences d'une seule tomate, puis être capable de la faire passer pendant quelques années. Il est très possible que dans quelques années, il y ait des dégénérescence au niveau génétique parce qu'il n'y a pas assez de variation génétique. On est allé chercher vraiment le fruit d'un seul plant, d'une seule tomate. Le croisement par la suite peut faire que une dégénérescence. Donc, pourquoi conserver les semences et les mettre à la disposition de la population? Bien parce que c'est notre droit à tous, il faut vraiment se le rappeler, et que la sécurité alimentaire passe par la sécurité des semences, et que c'est vraiment la démocratisation des semences, ça passe par les rendre disponibles à tous. Et
le meilleur moyen qu'on a trouvé vraiment, c'est au niveau des bibliothèques de semences, ou est-ce que c'est gratuit, ou est-ce que c'est des variétés qui sont adaptées à notre climat. Et je vous invite à faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour continuer à supporter ces semences-là et possiblement démarrer une bibliothèque de semences. Donc, je vous remercie. Et je remercie l'initiative de la famille Botta sur la sécurité des semences alimentaires qui m'ont permis de faire ce programme-là. Est-ce que je comprends que c'est une conservation in situ que vous faites, c'est-à-dire dans les jardins, parce que ça ne se conserve pas longtemps, si je comprends bien? Exactement, c'est vraiment évident. Ouais. Tu sais, il y a des banques de semences qui, elles, souvent congèlent leurs semences ou des stocks d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment. Ils ne sont plus vivants. Ensuite, on a tout ce qui est des sanctuaires de semences qui, eux, s'assurent de les faire vivre à chaque année, essayer de donner des semences. Ça prend quand même un espace, ça prend certaines ressources. Nous, à la version zéro ressource, avec presque rien, puis des alliés qui nous aiment bien, on est capable de faire ça, justement, de faire vivre ces semences-là, de les faire évoluer. Et puis, je pense que moi, en tout cas, je pense que c'est la meilleure manière. Les geler dans le temps, dans 100 ans, le monde a changé. On ne peut pas nécessairement se fier aux mêmes semences d'il y a 100 ans pour aujourd'hui. C'est une gestion justement des semences qui n'auraient pas été utilisées. Est-ce qu'il y a une gestion importante en matière de temps à faire pour trier les semences qui sont. L'idée, c'est ça, c'est vraiment d'utiliser des activités éducatives pour faire ce travail-là. Donc, admettons, quand on récolte tous nos petits pois à la fin de l'année, on fait une activité spéciale où est-ce que l'on démontre comment défaire les petits pois, comment enlever les résidus, comment choisir les bons individus. Donc, c'est comme vraiment d'utiliser le cycle complet du début de la saison avec les présentations à la fin de la saison avec toutes les tâches que ça implique pour éduquer les gens, pour les amener à comprendre ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il y a des questions? Tu parlais de semences qui étaient très faciles, mais je trouve que tu mettais quand même une distance de 5 mètres. C'est que quand même la possibilité qu'il y ait une pollinisation. C'est pas nul, il n'y a pas aucune chance. Comme je dis, ça dépend de la longueur du style, ça dépend de l'intensité des insectes. Il y a des petits insectes des fois qui se promènent à l'intérieur. Donc on essaie quand même de garder ça avec une certaine distance, avec une certaine protection de d'autres choses, mais on ne stresse pas trop avec ça. Ça m'est arrivé d'avoir des plants de tomates, 1 mètre, des plants de tomates, puis j'ai presque pas eu de variation génétique. C'est juste qu'il faut vraiment être à l'affût. Plus les plants sont serrés, plus on est pris dans l'espace, plus il faut vérifier, s'assurer que les plants sont bien. Ça m'est arrivé d'avoir comme des belles découvertes, de développer des nouvelles variétés. Là, on sort un petit peu du sujet, mais quand on s'intéresse aux semences, on touche un petit peu à tout ça après. Lorsqu'on s'aperçoit que justement notre tomate, il y a eu un croisement possible entre une tomate cerise orange et une tomate rose, ça donne une belle tomate rose pâle, qui est un peu plus petite mais qui est extrêmement sucrée. On se demande si les tomates de ce plan-là, je vais les récupérer, je vais essayer de voir si ce trait-là va être stabilisé. Mais ça, c'est un autre. Parce que dans le fond, c'est juste l'année d'après, on conscience s'il y a eu un croisement. Exact. Si on l'a bien fait, il n'y en a pas trop qui se croisent. Mais ça, c'est justement d'être sûr que les gens comprennent bien ce qu'ils vont faire, comment ils doivent sélectionner les plants. Puis aussi libre aux gens de conserver les semences qui trouvent intéressantes. C'est que nous, on leur demande juste de nous ramener les semences qui sont le plus près de la ligne. Belle initiative. C'est bon? Merci beaucoup tout le monde.